Bien, et bonsoir à tous. Avant de Bonsoir. me présenter, je tiens d'abord à saluer l'initiative de l'organisation chez Skin Africa pour le grand projet, le méga projet, qui est celui de former des jeunes et des acteurs dans les secteurs variés. Et ils ont pris sur eux une grande mission, celle de cibler les experts de par le monde. Et nous également, nous alignons sur cette initiative. Cette soirée, je vais présenter les grandes lignes d'un secteur qui nous tient grandement à cœur, celui du charbon. Oui. La présentation qui nous regroupe ce soir, c'est celle sur le charbon écologique, qui est l'alternative durable pour la préservation des forêts. En deux mots, je suis Urich Tsapi, de profession ingénieur en énergie renouvelable, responsable RD au sein de l'entreprise ESA, où je suis également cofondateur et alumni du programme YALI Dakar. Tout au long de cette présentation, je vais vous entretenir sur trois points essentiels. Le premier point, c'est la présentation de l'entreprise. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Le deuxième point, c'est une introduction sommaire sur la problématique de déforestation. Le troisième volet, c'est le charbon écologique en lui-même. Quel est le procédé de production de charbon écologique? Et nous avons également prévu une phase de questions-réponses ouvertes. L'entreprise ESA a été créée en 2021 essentiellement par des jeunes et nous sommes axés sur des domaines d'intervention prometteurs, à savoir les énergies renouvelables, avec premier point les énergies solaires, où nous offrons des services dans les études, les installations et la réalisation des systèmes solaires résidentiels, les éclairages publics, y compris les systèmes de pompage d'eau. Dans le secteur de la biomasse, nous faisons essentiellement dans la gestion des déchets organiques secs pour la production du charbon écologique et humide dans la production du biogaz. Dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement, nous réalisons des ouvrages hydrauliques et nous faisons également dans le traitement des eaux, où à ce jour, nous avons développé deux systèmes autonomes de traitement d'eau qui servent les communautés. Dans le secteur du BTP, nous menons des études jusqu'à la réalisation des ouvrages de génie civil. Dans le secteur des innovations et des formations, nous proposons des solutions low cost adaptées aux problèmes communautaires. Et au quotidien, nous donnons des formations entrepreneuriales également aux jeunes. Et nous avons une grande vision d'expansion, celle de s'installer dans d'autres pays africains. Là, vous avez les images de quelques réalisations. Là, c'était un champ solaire pour alimenter un atelier de couture au camp des réfugiés de Minawao, pour ceux qui connaissent ce camp, qui abrite des réfugiés nigérians et ceux camerounais. Là, nous avons l'installation de l'unité du champ solaire de production d'énergie électrique pour alimenter les machines de production de charbon écologique. C'était un programme financé par le PNUD. Là, nous avons des installations, la réalisation des ouvrages de pompage d'eau solaire pour l'irrigation des plantes et dans des centres de formation agricole à l'extrême nord. Et là, nous avons la formation des femmes, des hommes venus de différentes localités. Comme vous pouvez le voir, ça c'est dans les localités du nord et de l'extrême nord Cameroun, lac d'Ogaroua, Pété Mokolo, sur la valorisation, la gestion des déchets organiques. Et ici, là, c'était lors de l'inauguration de la première unité de transformation semi-industrielle du charbon écologique dans la région, où nous étions des partenaires techniques lors de la mise en œuvre, la formation des bénéficiaires et l'inauguration des différentes machines installées. Donc, en quelques lignes, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous avons déjà fait. C'est bien que la liste est grande. Donc, nous allons continuer avec la problématique de déforestation et nous sommes axés essentiellement sur le cas de la forêt de Pokola en République démocratique du Congo, où se trouve la deuxième réserve forestière mondiale. Deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, la forêt, le bassin du Congo couvre à pratiquement 268 millions d'hectares et plus de 10 000 espèces végétales. Selon la Commission des forêts d'Afrique centrale,
Et cette forêt permet de stocker environ 29 milliards de tonnes de CO2, qui est l'équivalent de 10 ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon l'United Nations for Environment Programme. Mais cette forêt, qui est le deuxième poumon forestier mondial, qui est censé limiter le taux de changement climatique qu'on observe de nos jours de par le monde, fait face à une forte pression avec la coupe abusive. Pratiquement une perte de 1 million d'hectares de forêt par an, selon la Global Forest Watch, selon une publication qu'ils ont faite en 2021. Face à cette menace, on a devant nos yeux des conséquences très déplorables, à savoir la modification du couvert végétal, une désertification accélérée. On peut voir sur l'écran, au début, on avait des forêts, mais avec la déforestation accélérée, des zones deviennent désertes. On a la disparition des espèces animales. Comme conséquence, d'un autre côté, dans les centres urbains, même dans les campagnes ou bien les zones périurbaines, on assiste à des inondations, comme c'est un cas pratique qu'on peut voir à l'image. On assiste à des sécheresses dans d'autres localités de la zone sahélienne également. On assiste à une augmentation de la famine. Parce que si on fait face à des changements climatiques importants, la pratique agricole n'est plus au top. Par conséquent, on a une faible production agricole et cela a pour conséquence l'augmentation de la famine. Au regard de toutes ces problématiques, il est temps d'agir. Et agir revient à préserver des forêts en limitant la coupe abusive du bois. Et bien étant donné qu'on a besoin du bois, on a besoin du charbon pour pouvoir faire cuire nos aliments, il faut des alternatives. Et des alternatives vertes pour limiter la pression sur le couvert végétal et limiter également les changements climatiques. Raison pour laquelle, avec l'initiative mise sur pied par Shareskin Africa, nous allons nous entretenir sur le charbon écologique et les techniques de production. Tout d'abord, on parle à la découverte du charbon écologique. C'est un combustible solide produit à partir des résidus organiques pouvant être agricoles ou ménagers, riches en carbone. Le carbone, c'est un élément chimique qui a un pouvoir de combustion très fort et qui est très utilisé, que ce soit dans le côté des solutions de cuisson ou bien dans d'autres secteurs, des traitements des eaux et j'en passe. Mais dans notre cas, on exploite les résidus agricoles et on part tout au long d'un process pour aboutir à un charbon autre que le charbon de bois pour faire cuire nos aliments. Sur ce graphe, on a un schéma synoptique de la chaîne de production de charbon écologique. Tout d'abord, on a la collecte des déchets, suivi du séchage des déchets et de la pyrolyse qui est une étape cruciale à la carbonisation, après le broyage, le malaxage, le compactage, le séchage, l'empaquetage et la mise sur le marché. Et pour petit rappel, cette image, c'était lors de l'initiative de cartographie des solutions de cuisson propres de la zone sahélienne, le nord et l'extrême nord, qu'on avait eu à mener en 2022 avec le programme des Nations Unies. À l'image, vous pouvez voir certains des collaborateurs. Donc, la carbonisation, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui permet de transformer les déchets bruts organiques ménagers en carbone, en biochar, comme vous pouvez voir là à l'écran. Au début, pour le faire, on exploite des fûts métalliques et on crée des cheminées avec des petits orifices pour pouvoir permettre des entrées d'air en faible quantité afin de brûler la matière. Donc ici, il consiste à faire brûler la matière comme on brûle par exemple le bois, mais en absence d'oxygène.
ce qui fait on obtient le produit carboné qu'on a au sol sur les bâches. Donc, au début, on met la matière dans un fût, comme vous pouvez voir à l'écran. On y allume le feu et on couvre, on ferme. On attend que la combustion en absence d'air se passe, puis l'obtention des matières carbonées comme on a sur la bâche. C'est vrai que c'est l'une des méthodes utilisées pour la fabrication, pour la carbonisation. Il y a d'autres méthodes également que nous avons développées, comme celle lors du programme de mise sur pied de l'unité de production de charbon écologique au CTA de Marois, qui est une technique qu'on a développée. Là-bas, on utilise plutôt le biogaz. Donc, on transforme les déchets organiques humides en biogaz pour faire la carbonisation. Et il y a également d'autres procédés de carbonisation semi-industriels sur lesquels l'entreprise travaille et qui pourraient être implémentés dans bon nombre de pays qui comptent utiliser cette technologie-là. La deuxième étape, c'est le broyage. Pour ceux qui connaissent les moulins qu'on utilise pour écraser le maïs, le mil, le sorgho, c'est également les mêmes machines, mais on utilise pour broyer les déchets qu'on a carbonés, comme vous voyez à l'écran. Après broyage, on a la poudre. C'est cette poudre qu'on appelle poussier dans le jargon technique, le poussier. Et après le broyage, la prochaine étape, c'est la préparation du liant. On a la poudre de charbon. Et maintenant, on a besoin d'avoir un charbon compacté prêt à utilisation. Pour ça, dans des localités où la gomme arabique n'est pas disponible à Cantabre, dans d'autres œuvres utilisent d'autres liants, à savoir l'amidon, pour pouvoir compacter, produire le charbon écologique. Mais dans les localités de la zone sahélienne où le charbon où la gomme arabique est disponible, on exploite plutôt ça. On ajoute à de l'eau pour pouvoir produire le liant. Et ce liant-là est mélangé à la poudre de charbon. À la poudre de charbon, un mélange homogène est effectué. Et sur cette image-là, c'est dans les débuts où on mélange à la main, mais sinon, il y a des machines plus sophistiquées pour faire le mélange homogène afin d'avoir un produit dont on ne peut pas identifier facilement tous les composants. Après avoir fait un bon mélange homogène, on exploite des machines pour compacter. Il y a des presses mécaniques pour donner la forme de cube au charbon écologique. Il y a des presses cylindriques. Il y a des presses sphériques. Donc, la forme que l'on donne au charbon écologique, c'est fonction de la machine qu'on a à notre disposition. Et il est à noter que la forme du charbon également joue sur sa qualité de brûler, sur son niveau de combustion. Il faut avoir une machine qui a la capacité de bien compacter le charbon pour que cela soit bien dense, bien dur, pour durer, ne pas s'effriter et brûler facilement. Également, il y a la forme géométrique. Généralement, les formes géométriques cylindriques et sphériques également ont cette capacité-là à conserver bien l'énergie sur le long terme. Les formes sphériques également sont très utilisées, très répandues parce que les machines sur cette forme sont faciles dans la mise en œuvre ainsi que l'entretien. Après la phase de compactage, on a une phase de séchage à l'air libre sur des clés. Ce que vous voyez en forme de cadre, sous forme carrée, on appelle ça des clés sur lesquelles on dépose le charbon et on expose au soleil afin que cela puisse sécher. Après le séchage, on a le conditionnement et la vente. Le charbon en lui présente des avantages sur plusieurs plans, à savoir le plan social. Cela limite la corvée des femmes qui auparavant avaient à marcher de nombreux distants, des kilomètres pour pouvoir se procurer du charbon, de bois ou bien du bois. Maintenant, à leur portée, elles ont du charbon écologique à moindre coût car cela est issu de la valorisation de leurs déchets agricoles ou de leurs déchets ménagers. Les populations sont mieux informées du risque lié au changement climatique parce qu'également en utilisant le charbon écologique, ils apportent une contribution significative dans la limitation de la pression sur le couvert végétal.
Sur le plan sanitaire, les femmes sont moins exposées aux fumées toxiques du bois ou bien du charbon de bois pour ceux qui font dans ce domaine. Et également, la collecte des déchets organiques sur les marchés et dans les rues permet d'assainir des villes. Par exemple, dans des localités, on peut également utiliser des, des déchets de maïs, des pots de maïs, des tiges de maïs pour également produire le charbon écologique. Ça, c'est aussi un avantage. D'un autre côté, sur le plan économique, les ménages réalisent des économies sur l'achat des combustibles écologiques grâce à l'utilisation des combustibles écologiques. Cela permet de créer des emplois parce que produire le charbon écologique, cela revient à mobiliser une grande chaîne de la collecte des déchets, à savoir les tiges de maïs, les tiges de coton, les tiges de mil et bien d'autres, de la transformation, la carbonisation, le broyage, le compactage, le séchage et la commercialisation. Vous voyez que c'est toute une chaîne. Donc, cela crée des emplois. Cela redynamise l'économie locale. Lorsque le charbon vert est exporté, parce qu'également, il y a des pays de la zone sahélienne qui également ont besoin pour d'autres utilisations, pour chauffer, pour faire le thé et pour la cuisson des aliments. Cela crée de la valeur ajoutée au pays qui fait dans ça. Sur le plan écologique, le charbon écologique limite considérablement les émissions de gaz à effet de serre, contribue de façon considérable à la préservation des forêts qui sont des puits de carbone. Le charbon écologique est grandement avantageux car en l'utilisant, on limite les émissions de fumée toxiques, on limite les émissions de gaz à effet de serre, on préserve les forêts et on permet aux ménages d'avoir des solutions de cuisson propres à proximité sans tout avoir à faire des longues distances pour se procurer. Et en dessus de l'image, nous avons une chaîne synoptique de la collecte des déchets là. C'est le Sahel sur le tricycle. Quand on part chercher les déchets là, ce sont des tiges de mil qu'on collecte pour produire le charbon écologique. Sur la deuxième image là, on a un groupe de femmes et d'hommes qu'on initiait dans le processus de production du charbon écologique. Là, c'était le malaxage. Et à l'image, nous avons l'image du packaging du charbon écologique made by ESA. Vous pouvez voir notre logo, l'image de la flamme. Et en dernière image, vous avez le charbon qui brûle, qui est très sollicité, où la demande est abondante et où il faut mobiliser davantage de ressources pour produire de façon massive. Étant au cœur des énergies, on exploite également d'autres ressources énergétiques pour pouvoir faire voilà, ce domaine de production du charbon écologique, à savoir les adductions en eau potable, à savoir la formation et la réalisation des systèmes solaires, toujours pour réduire l'empreinte carbone et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Toute l'équipe de ESA vous remercie grandement pour votre aimable attention et restons toujours ouverts et disponibles pour des questions présentes et des questions à venir sur ce qui a trait au charbon. Merci pour votre aimable attention. Donc, donner la parole à Lien Ouvert, je ne vois pas votre nom, et ensuite Monsieur Mondé Godefroid pourra prendre la parole et ensuite Monsieur Jaffet. Donc, Lien Ouvert, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, merci pour la parole. Je suis à poser la question pour la séance passée. Merci pour la présentation qui est trop intéressante. J'ai une petite question au présentateur. Je veux savoir quelle quantité de produits, de déchets bruts pour produire quelle quantité de charbon. D'accord. Monsieur Mondé, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. En tout cas, merci beaucoup pour la parole accordée. Félicitations aux présentateurs et aux organisateurs pour ce moment très intéressant de partage. J'avais une préoccupation. Le présentateur parle de la pyrolyse qu'il va... S'il vous plaît, je suis professeur Ali Fayangambi. Oui. Je suis pathologiste de plantes
en République démocratique du Congo. Mhm. Le présentateur a parlé de pyrolyse et qu'on devrait aller jusqu'à des températures au-delà de 300 degrés Celsius. Mais il ne dit pas pendant combien de temps, parce que j'aimerais quand même avoir une idée pendant combien de temps cette pyrolyse se fait-elle. Et aussi, il dit qu'il fallait mélanger le poudre de charbon avec le liant, qui est la gomme arabique. J'aimerais avoir un peu une idée sur la proportion. Quelle quantité de poudre, quel volume de gomme arabique ou en termes de quantité. Merci beaucoup. D'accord, merci pour Merci. la question, c'est noté. Monsieur Jaffet. Merci beaucoup, Dr. Laetitia. Je suis très ravie de cette très belle présentation. J'avais qu'une seule petite question que je voulais savoir auprès de notre ami Tampi. Là où il a parlé des techniques, il a également présenté un point pour parler du séchage des charbons écologiques. J'aimerais savoir ça prend combien de temps dans l'air pour que ça soit séché. Voilà, ça c'est ma petite question. Et je salue à passant le professeur Godefroy Monde qui est le maître depuis Kisangani. Merci. Monsieur Nestor, vous pouvez poser votre question. En attendant, on va demander donc à Monsieur Sergio Cadi de poser sa question. Bonsoir pour les autres pays, pardon. Alors, moi, j'aimerais poser une question à Monsieur Ulrich. Je le remercie d'abord pour cet exposé magnifique. En tout cas, félicitations. Et j'espère que vous irez très loin avec ça. Alors, ma question est de savoir, vous avez parlé de l'investissement. Vous avez dit que vous comptez tendre votre investissement dans plusieurs pays. Alors, votre entreprise envisage-t-elle d'étendre ses activités au Congo pour soutenir la population dans la transition vers les alternatives durables, notamment en ce qui concerne le charbon écologique? Si oui, quel type de projet envisagez-vous? Merci beaucoup. OK. Merci, Monsieur Sergio Cadi. Monsieur Patrick Mingambo, vous pouvez poser votre question. Poser une question en rapport avec l'acceptation du produit charbon écologique qui est en train d'être produit. Parce que l'idée, c'est de pouvoir contribuer ou soit pallier à la problématique de la déforestation et l'utilisation de charbon traditionnel. Mhm. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que les produits que vous produisez, les produits que vous fabriquez, les charbons écologiques, si nous tenons compte du processus de fabrication de ce charbon-là, toutes les étapes que vous traversez, comment dirais-je, les dépenses que vous engagez pour produire ce charbon-là, les différents mélanges, etc. Est-ce que ces produits-là, vous serez capable de les produire, en fait, de produire ça en grande quantité pour permettre à ce que tout le monde puisse avoir accès à ces produits, afin d'espérer au moins trouver une alternative au charbon traditionnel qui, par ricochet, contribue à la déforestation et à la destruction, au changement climatique, etc. Mais aussi, est-ce que ces produits-là, lorsque vous les mettez en vente, ils répondent au pouvoir d'achat de la population, pouvant permettre à chacun, même les petits peuples, ceux qui touchent les moyens les plus faibles, d'avoir accès à ces charbons le plus facilement possible, comme nous les constatons avec les charbons traditionnels. Voilà. Merci beaucoup pour la parole et merci pour la présentation très brillante de Ulrich. En fait, j'ai peut-être deux préoccupations, mais la première a été balayée par mon prédécesseur.
parce que je me posais aussi la question, est-ce que, par exemple, en RDC, la quantité produite peut satisfaire toute la population? Ça, c'était ma question. Et puis la deuxième, je voulais savoir quelle quantité de matière organique ils utilisent pour obtenir ne fût-ce que 100 kg de charbon écologique. Merci. Ok, merci beaucoup, madame. Je remercie premièrement Monsieur Rich pour avoir exposé brillamment son projet et son entreprise sur le charbon écologique. Alors, ma question est celle-ci. La fois dernière, nous avons parlé sur les histoires de la déforestation. J'avais posé une question, c'est la forêt, là où je suis. Alors, la question s'est formée de la suite. Avec le charbon écologique et de façon artisanale, est-il possible pour nous, les gens qui voulons investir dans ces domaines, par exemple, et entrer sans pourtant avoir de cofinancement? Si c'est possible, pouvez-vous nous indiquer des démarches ou des modalités à suivre pour arriver à cette Merci. Ok, merci. Monsieur Ulrich Tsapi, vous pouvez répondre. D'accord, merci à tous et merci pour vos différentes questions. Ça prouve une fois de plus que la thématique du charbon écologique intéresse un grand nombre et je suis très ému de savoir que différents acteurs s'y intéressent, des acteurs de la société civile, les étudiants, les experts du domaine également, des professeurs et bien d'autres. Cela m'émue grandement. Pour cette présentation, avant de répondre à vos différentes questions, il y a un de mes collaborateurs. Bon, déjà, je tenais à remercier vraiment cette belle initiative que chez Africa a bien voulu prendre, comme l'a si bien dit mon collègue, et nous associer et pour contribuer à former les jeunes pour apporter effectivement notre modeste expertise pour réduire ou bien pour limiter l'impact environnemental compte tenu des enjeux climatiques. J'ai bel et bien écouté la présentation de mon collègue qui était voilà, super clair. En réalité, il a décrit de façon précise le processus de production de charbon écologique, les enjeux de la transition écologique qui nous obligent à limiter la déforestation et de ne pas juste se plaindre et se dire, bon, OK, on continue à être des observateurs des impacts sur l'environnement sans toutefois nous-mêmes nous responsabiliser, être des véritables personnes sur qui nos gouvernements peuvent compter pour effectivement être à la hauteur des changements climatiques et j'en passe. Parce qu'en réalité, si nous ne faisons rien, les gens de l'extérieur vont continuer de se l'approprier, entre guillemets, que je le dise ainsi, voilà, de nos ressources forestières. Donc, voilà, c'est pourquoi j'apprécie vraiment cette initiative qui, ma foi, est aussi à vouloir pour sensibiliser les jeunes et les responsabiliser afin de effectivement prendre cet aspect de déforestation en compte et se dire effectivement qu'il est temps de préserver la forêt si nous voulons que, voilà, pas seulement les générations futures viennent nous voir une forêt, mais nous-mêmes d'abord qu'on puisse en bénéficier des bienfaits de la forêt. Voilà. Donc, du coup, je ne vais pas être long, hein. Et je crois que mon collègue va continuer à répondre aux questions. Voilà, au besoin, c'est peut-être à une à deux questions, je pourrais dire un mot. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gouffon. Merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Tapi, vous avez la parole. D'accord, merci. Je vais commencer par la première question, qui était celle de quelle quantité de déchets pour quelle quantité de charbon écologique. Et généralement, avec des travaux que nous avons menés jusqu'à ce jour, la quantité est variable. Pour 5 kg de déchets,
vous avez en moyenne entre 2 kg et 3 kg de charbon écologique. Ceci est fonction du type de déchets. Par exemple, si vous utilisez les déchets de coton, les tiges de coton, le rendement que vous aurez ne serait pas le même si vous utilisez peut-être les déchets de maïs. Ça ne serait pas le même si vous utilisez peut-être les coques d'arachide et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des proportions qu'on a observées avec le temps. Merci. Et pour la deuxième question, le temps de pyrolyse. Le temps de pyrolyse, généralement, ça varie entre, quand on le fait dans les fûts, je précise bien comme ce que j'ai mis à l'image, ça varie entre 1h30 et 2h. Comme c'est en absence d'oxygène, ça prend beaucoup de temps pour se carboniser. Ça prend un peu plus de temps. Mais avec des systèmes de pyrolyse mécanisés sur lesquels l'entreprise ESA, l'équipe de RD, recherche et développement de l'entreprise ESA travaille, on aura des pyrolyses qui pourront même se faire en moins d'une heure de temps avec des quantités abondantes de déchets. Et où on pourra contrôler les paramètres de température, comme une question qui m'était demandée par rapport à la température, les paramètres de température, du niveau même de carbonisation. Ça, c'est un système sur lequel on travaille et que si tout se passe bien avant la fin d'année, ça sera déjà viable et on pourra l'implémenter dans des pays africains qui veulent faire valoir des solutions de cuisson propre comme le charbon écologique. Ça, pour la question du temps de production. Le temps de production est fonction du niveau de mécanisation que vous avez. Pour faire la production de façon artisanale, c'est plus pénible et ça prend plus de temps. Nous, par exemple, à ESA, pour pouvoir obtenir un charbon de qualité apprécié et recommandable, on a d'abord commencé de façon artisanale. Là, il ne faut pas qu'on se mente. Pour un début, même qu'on n'avait pas les capacités de se procurer des tricycles sur le terrain, souvent on exploitait des pousses. Ça, ce sont des réalités qu'également il est important que les jeunes sachent. Qu'on ne commence pas généralement avec des grosses œuvres. Généralement, on commence petit. On a commencé avec des tricycles pour pouvoir transporter des déchets. Ça avait le temps qu'on pouvait, en même temps, cette capacité-là de pouvoir utiliser des tricycles, donc quitter des pousses, utiliser des tricycles pour pouvoir transporter nos déchets. Et on ambitionne de voir même dans le moyen terme même des grands engins pour pouvoir transporter les déchets, développer un grand réseau de collecte de déchets pour pouvoir produire de façon abondante. Donc, vous voyez que celui qui utilise un tricycle, le temps qu'il va mettre pour produire ne sera pas le même que celui qui a peut-être des gros camions qui transportent des déchets en quantité abondante. Et je vais continuer sur la chaîne de production. Quelqu'un peut avoir, par exemple, une grande machine de carbonisation sur laquelle on travaille maintenant, qui en une heure de temps peut carboniser même pratiquement 500 kg de déchets. Celui qui n'a pas cette technologie-là, qui utilise les fûts, lui va prendre plus de temps. Pareil avec la machine pour mélanger les déchets, la machine pour compacter, et également les chambres de séchage. Donc, par rapport au temps, c'est duplicatif, c'est variable en fonction du matériel que vous utilisez. Celui qui est artisanal ne peut pas avoir le même rythme que celui qui est semi-industriel ou bien industriel. Je ne sais pas si j'ai répondu à la troisième question sur le temps de production. La quatrième question était celle de savoir, l'entreprise ESA aimerait s'étendre dans d'autres pays. C'était M. Sergio, si j'ai bien noté. Quel type de projet on envisage? Pour cela, le problème qu'on a, que de nos jours vit la République démocratique du Congo en termes de déforestation accélérée, bon nombre de pays africains vivent cela. Et même certains n'ont même plus assez de forêts. C'est le désert total. Il faut des alternatives. À ces pays-là, l'entreprise ESA tend la main. Pour des pays, que ce soit des associations ou bien des groupements, des GIC, qui veulent se lancer dans ce domaine et qui ont besoin d'expertise, l'entreprise ESA est prête à mettre à leur disposition un expert pour qu'il puisse les accompagner dans le processus-là. Parce que nous avons compris que si même de façon indirecte, on peut accompagner une structure, une organisation ou bien même un État à faire valoir ce côté gestion durable des déchets,
Pour nous, c'est une fierté parce qu'on limite l'impact sur l'environnement et on limite les changements climatiques. Parce que quand il y a les changements climatiques, ça n'impacte pas seulement le pays où il y a déforestation accélérée, ça impacte tout le monde. Donc, c'est notre contribution que nous pouvons apporter à cela. Et pour embrayer le pas, je dirais déjà que les mois à venir également, nous comptons nous déployer du côté du Tchad pour également faire valoir des solutions de cuisson propre, moindre coût, low cost, également des solutions énergétiques pour permettre de limiter la déforestation des arbres existants et pour permettre aux ménages de pouvoir avoir accès à l'électricité à moindre coût. Donc, pour vous dire que nous tendons la main à tout un chacun, que ce soit en présentiel ou bien à distance en ligne, comme on le fait déjà. La question sur la quantité de liant. La quantité de liant, généralement, à 20 kg de poudre. Donc, vous voyez, quand vous avez broyé les déchets carbonisés dans le broyeur, dans le moulin, si je peux dire ainsi, vous pouvez associer à ça 1 kg en moyenne de gomme arabique. Et la gomme arabique, là, généralement, ça vient à l'état solide. Donc, il faut l'écraser pour que également ça soit en poudre. Y ajouter de l'eau et mélanger, rendre le mélange homogène. Parce que si le mélange n'est pas bien homogène, il y aura des parties du charbon qui ne seront pas bien compactées, d'autres parties qui seront tellement compactées. Donc, il faudrait que le mélange soit bien homogène, mais ça, c'est la proportion qu'on a calée la moyenne. Mais cette proportion également, elle peut varier. Vous pouvez être dans une localité où vous avez un déchet qui a un fort pouvoir calorifique par rapport à d'autres déchets et il nécessite moins de liant. Et vous avez d'autres déchets qui sont très exigeants en termes de liant. Il ne faudrait pas qu'on vous dise 1 kg, vous mettez 1 exactement, ça ne donne pas, vous dites que non, ce n'est pas bon. Il faudrait voir, est-ce qu'il faut que vous ajustez un peu en plus ou en moins. C'est un peu comme le cas de ceux qui font dans la production du pain ou des beignets ou des gâteaux de boulanger, par exemple. Ils savent que même en fonction de la température de l'environnement dans lequel ils sont, ils peuvent améliorer un ingrédient. Généralement, c'est la levure, soit en plus ou en moins. Vous voyez un peu. Donc, il y a les normes et également ce qui varie en fonction de notre environnement et du type de matière qu'on utilise. Et concernant l'acceptation, c'était M. Patrick. Est-ce qu'on peut produire en grande quantité? Oui, c'est très faisable. Comme je vous ai dit, le PNUD a accompagné une grande initiative que nous, l'entreprise ESA, on loue et où également s'est donné nuit et jour, que ce soit dans des études de faisabilité et de la mise en œuvre pour que ce projet soit viable jusqu'au jour de l'inauguration. C'est toute une première dans l'extrême nord, je dirais même dans le Grand Nord, dans la zone sahélienne. Parce que là-bas, on a un champ solaire d'une capacité de 10,8 kg pour alimenter une chaîne de 4 machines, parmi lesquelles on a une machine qui fait la carbonisation, où il y a des systèmes de ventilation automatique avec des alimentations à biogaz. Ils ont installé toute une unité de biogaz pour alimenter une machine qui va faire la pyrolyse. Vous voyez un peu. Il y a une grande machine qui fait le broyage, une machine qui fait le malaxage et une autre machine qui compacte. J'allais même oublier, ils ont également même mis sur pied une machine pour faire le séchage du charbon écologique. Vous voyez à quel niveau ils ont investi pour que ce soit viable. Mais là, c'est encore au niveau semi-industriel. Mais on peut faire ce niveau industriel, déjà que ça suffit grandement aux besoins de la population, déjà qu'on exporte. C'est faisable. Et je vous dis, le charbon écologique coûte moins cher que le charbon de bois ou le bois. Donc, c'est faisable. Il suffit de s'y investir dans les études, de s'y investir dans les ressources humaines, dans les ressources matérielles, les ressources financières pour rendre cela faisable. Et c'est très faisable. C'est très faisable, monsieur Patrick, et à tous ceux qui nous écoutent. Ok, je voulais poser ma question au sujet de l'artisanat de ces techniques. Parce que regardez tout ce que vous avez exposé là. Nous avons vu que votre production était industrielle ou semi-industrielle. Alors, vu que nous vivons dans des situations où les moyens font défaut, j'aimerais juste savoir si des fonctions artisanales, parce que moi je proviens d'un milieu où il y a quand même de la forêt, c'est la forêt de Mayombe, où la déforestation a atteint le pic le plus élevé. J'aimerais juste savoir si des fonctions traditionnelles, on pourrait quand même avoir
de la technologie qui peuvent nous aider à œuvrer dans ce domaine-là. Parce que pour nous, je trouve que c'est une solution envisageable pour une transition écologique bien adéquate. Merci. D'accord. Oui, merci pour la question, Monsieur Nestor. Et je salue beaucoup votre préoccupation parce que au début, nous-mêmes, quand nous sommes lancés, d'aucuns disaient que le secteur du charbon écologique, que comment on veut se lancer dans ça, n'ayant pas les ressources matérielles et même la connaissance pratique de terrain pour le faire. Mais nous, on avait vu en ça une niche d'opportunité et également une solution pour apporter au problème de solutions de cuisson propre dans les ménages. Également remédier à notre manière au changement climatique. Pour un début, Monsieur Nestor, je vais être franc avec vous qu'on commençait en 2021. Là, on a 4 ans en arrière. Notre lieu d'expérimentation, c'était la cour d'une maison. On exploitait le pouce pour partir faire la collecte des déchets. Et les fûts que vous avez vus à l'écran, c'est ça qu'on utilisait à notre niveau pour faire la carbonisation parce que nous, à la base, nous sommes très passionnés par ce qui a trait à la gestion des déchets. On utilisait le fût. Au début, on avait un seul fût pour faire la carbonisation des déchets. Vous imaginez que vous devez faire produire un sac même de charbon le temps que ça peut vous prendre. Moi, on était passionné. C'est l'action qui produit la réaction. C'est avec ce fût-là qu'on faisait la carbonisation. Et pour broyer, on n'avait pas de machine. On s'était procuré, pour ceux qui connaissent les mortiers, ça peut être choquant à entendre, mais c'est comme ça qu'on a commencé les mortiers pour broyer la matière carbonisée. Et ça nous prenait vraiment du temps et c'était pénible. Il y a des fois, parce qu'on a commencé à les fois, on était encore sur les bancs, il y a des fois qu'on produit le charbon le week-end, le lendemain, quand on vient à l'école de formation, on est épuisé. Mais on avait le moral parce qu'on savait que c'est un secteur porteur. Le broyage, on le faisait à la main. Le mélange, on avait acheté des bassines en plastique et en aluminium pour faire le mélange à la main avec des pilons, pour les femmes connaissent bien, pour faire le mélange et le compactage, on le faisait à la main. On le faisait le compactage à la main. Et on a fait des essais sur plus de 6 mois pour avoir un charbon qui était apprécié par le PNUD, comme vous avez vu dans les différentes publications pour ceux qui partent sur Google. Et c'est dans cette démarche-là qu'on est arrivé à mettre sur pied, à accompagner l'initiative de l'unité semi-industrielle. Et avec même les recherches et les travaux qu'on a menés, on peut aller même toujours, on peut déjà aller au-delà de tout ça. Donc, vous voyez que dans votre localité, vous pouvez commencer de manière artisanale. Après, vous pouvez nous écrire en inbox, on peut vous envoyer une liste de matériel artisanal que vous pouvez utiliser pour un début, pour produire de façon artisanale. Le but étant, n'étant pas de commercialiser à grande échelle, non, mais de faire savoir aux gens pour un début que c'est possible, que c'est faisable. À partir du moment que les gens auront compris que c'est faisable et vous feront confiance, les gens seront prêts à investir pour que vous puissiez faire quelque chose de semi-industriel et passer à l'industriel. Donc, Monsieur Nestor, je vous encourage beaucoup dans cette démarche et nous sommes prêts également à vous accompagner, même à distance, dans cette initiative. Merci, merci pour ce petit témoignage parce que on a souvent peur de commencer petit, mais je pense que souvent on n'a pas le choix. C'est vraiment la seule façon de pouvoir commencer dans nombreux cas. Merci beaucoup. Vous avez répondu à la question de Monsieur Jaffet sur la longueur du séchage. Combien de temps ça prend pour sécher? Ah oui, par rapport au temps de séchage, par exemple, nous qui sommes à l'extrême nord Cameroun, où il fait vraiment chaud, quand on a produit le charbon, en une journée, c'est sec. Si on rentre maintenant dans les zones équatoriales, où il pleut généralement, ou pleut constamment, le temps de séchage s'augmente. Ou bien, à défaut, ils auront besoin maintenant des séchoirs, que ce soit à biomasse, qui est déjà à biomasse, ça veut dire qu'il peut exploiter encore des déchets collectés pour sécher le charbon écologique, ou bien des séchoirs électriques. Ouais, un peu. Donc, voilà la nuance.
Donc, pour ceux qui sont dans les zones équatoriales où également les déchets sont abondants, ils peuvent exploiter ces mêmes déchets-là pour le séchage du charbon écologique. Mais nous qui sommes dans les zones sahéliennes, on exploite le soleil qui est disponible. Et le temps de séchage, au plus en une journée, le charbon est sec. Ok. Ok, merci. Je pense qu'on a fini avec le premier volet en ce qui concerne les questions. On va prendre les suivantes. Que je suis Monsieur Samuel Mbambi, étudiant en biodiversité et forêt à l'Université de Kinshasa, coordonnateur de Bioforest. Alors, j'ai deux petites questions que je voudrais poser à notre intervenant de ce soir. Tout à l'heure, vous avez dit que tous les résidus agricoles, on peut les utiliser pour faire du charbon écologique. Alors, je voudrais savoir quels sont ces résidus qui sont indispensables pour avoir une bonne qualité de charbon écologique. Parce que tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de coton et des résidus de maïs. Vous aviez dit qu'il y a quand même une différence. Alors, je voudrais savoir, partant de votre expérience, lesquels de résidus sont les plus efficaces pour avoir une très bonne qualité. Alors, la deuxième question, c'est par rapport à la préparation du liant. Alors, j'ai suivi quelques vidéos où on dit qu'on peut aussi utiliser de l'amidon pour aussi faire de la préparation du charbon écologique. Alors, je voudrais savoir, au cas où je n'ai pas les liants et l'amidon, qu'est-ce que je peux utiliser comme intrant pour faire du charbon écologique? Donc, ce sont les deux petites questions que j'avais. Merci pour votre attention. D'accord, mais c'est noté. Merci, Monsieur Samuel. Ok. Donc, on va demander à Monsieur Ndungi ou Madame, je ne suis pas sûre. Ouvrez votre micro et prenez la parole. Bonjour à tout le monde. Je pense que vous m'écoutez, probablement. 100 sur 100. Vous m'écoutez 5 sur 5? 5 sur 5. 100%. Ok, ça va. Je suis monsieur le professeur Ndungi à Dignité, professeur à l'université de Kikwit, chimiste environnementaliste et phytochimiste à la fois. L'exposé a été tellement intéressant. Alors, nous vous demandons comment nous, par exemple, on peut avoir ce genre de machines. Est-il possible de commander ça ou quoi? Ou comment? Voici un peu ma première question que je peux vérifier sur ça. De deux, quels sont les avantages et les inconvénients de la fabrication du charbon écologique? Et je vous remercie. Merci pour ces questions, professeur. Merci beaucoup. Donc, je pense que M. Tsapi peut prendre le temps de répondre à ces questions. Oui, d'accord, je vais commencer par la question de M. Samuel concernant les résidus qu'on peut exploiter dans la production du charbon écologique. Dans la zone sahélienne, on cultive en grande partie les céréales, à savoir le maïs, le soja, le sorgho, et également on fait dans le coton, mais aussi il y a des arachides. Dans ces différents déchets-là, celui qui a un rendement le plus élevé, ce sont essentiellement les tiges, que ce soit de coton, de maïs ou bien de sorgho qui ont un fort rendement. Et pour la préoccupation de Samuel, j'aimerais savoir quels sont les déchets qui sont les plus disponibles dans leur localité pour pouvoir orienter leur choix. OK. Vous avez reçu la question? Oui, ce sont les déchets plus de manioc, les arachides,
le sorgho, le maïs aussi. Et puis les amandes aussi, hein, les amandes palmistes. Mhm. Je Ah, ne sais les pas amandes si on palmistes. connaît. OK. Oui, oui. Oui, dans ces déchets. Mais Monsieur Samuel, vous êtes dans la mine d'or. Vous êtes dans la mine d'or parce que quand vous listez ces différents déchets-là, je vais prendre point par point en fonction et vous les détailler en fonction de mon expertise, que ce soit dans le secteur de produits charbon écologique, également dans le monde industriel parce que j'ai aussi eu cette chance de travailler aussi un peu en industrie depuis le secondaire. J'ai toujours été très passionné par la recherche. D'abord, il y a les tiges de maïs et de sorgho qui vous seront très utiles dans la production de charbon écologique. Et vous pourrez exploiter les déchets de manioc pour la fabrication de votre liant. Dans les déchets de manioc, vous conservez ça pour fabriquer votre liant. Les tiges de maïs, de sorgho, vous utilisez ça comme matière première à carboniser pour la production de charbon écologique. Et maintenant, les amandes de palmis, ils ont un très grand rôle, une très grande fonction. Parce que je me dis également que dans votre localité, il y a les moments où on fait face à des grandes saisons pluvieuses. C'est bien ça. Monsieur Samuel. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, vous pourrez stocker les amandes de palmis que vous allez utiliser comme matière première dans les chambres de séchage de vos charbons écologiques. Parce que dans les industries, par exemple, l'industrie La Socapalme, qui est la société camerounaise des palmeraies qui fait dans la production d'huile rouge et d'huile raffinée au Cameroun, c'est une multinationale, eux, ils utilisent les déchets de palmis pour alimenter les chaudières, que ce soit pour faire cuire les noix dans les turbines, dans les chaudières, et également pour faire fonctionner les alternateurs qui alimentent bon nombre de bâtiments en électricité. Donc, vous voyez que les déchets de palmis, vous pouvez exploiter dans le séchage de votre matière et vous pouvez même partir plus loin. Utiliser ça pour générer de l'énergie électrique, pour alimenter même votre unité, au moins en éclairage. Dans le moyen terme. Vous êtes dans la mine d'or, monsieur Samuel. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations. Et pour le liant, 5 sur 5. Pour le liant, vous exploitez les déchets de manioc. Donc, vous pouvez vous bâtir tout un réseau de collecte des déchets de manioc. Parce qu'il y a ceux qui font dans le manioc, le couscous de manioc, vous exploitez leurs déchets de manioc. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez bâtir tout un réseau de collecte de déchets de manioc pour fabriquer votre liant. Et même le liant là sera tellement abondant que vous allez même utiliser une grande partie. Donc, vous êtes dans la mine d'or. Par rapport à la question du professeur, comment avoir ce genre de machine? Par expérience, dans le domaine du charbon écologique, nous avons compris que quand on installe les machines, il est intéressant qu'il y ait des experts qui maîtrisent la maintenance de cette machine au cas où il y a un défaut. Et surtout dans le domaine du charbon écologique qui est en pleine vogue, il n'y a pas beaucoup d'industriels qui sont dans ça. Oui, un peu. Par exemple, le domaine où il y a beaucoup d'industriels dans ça, on sait déjà que les machines sont déjà disponibles. Quand ça tombe en panne, voilà les types de pannes récurrentes, voilà comment on répare ça. Nous, on préfère que pour la mise en place d'une unité de production de charbon écologique, que les machines soient conçues sur place par des techniciens sur place et qui peuvent assurer la maintenance au quotidien pour vous limiter les maux de tête. Donc, c'est ce qu'on suggère plus. Donc, au moment venu que vous serez prêt à lancer des pareils projets, nous pouvons vous accompagner. Même si on n'est pas sur place au pays de votre côté, là, même à distance, on peut vous coacher, vous suivre, vous accompagner pour que cela soit viable. Monter les dossiers techniques pour que les techniciens puissent réaliser les machines là, qui pourront aussi vous aider dans le domaine. Et concernant la question sur les avantages et inconvénients de la fabrication du charbon écologique, je vais commencer par les avantages. Les avantages sont connus. On limite la pression sur la déforestation. Si on devait couper, je prends l'exemple,
même 10 hectares de forêt par an pour produire le charbon écologique, pour produire le bois ou bien le charbon de bois, et que grâce à la production de charbon écologique, on parvient à économiser, je vais utiliser le jargon économique, à économiser 1 hectare de forêt parce qu'on utilise l'alternative qui est le charbon écologique. Je trouve que c'est intéressant. C'est un avantage. C'est 1 hectare-ci là, c'est un puits de carbone qui va limiter à un taux l'effet des changements climatiques sur notre environnement. Et d'un autre côté aussi, davantage, c'est que ça permet de créer des emplois. Par exemple, ceux qui vont mettre sur pied les machines de production charbon écologique, ils vont gagner des revenus. Même si c'est comment vous allez maintenir 1 ou 2 personnes qui vont assurer le suivi des machines. Là, ce sont des emplois que vous avez créés. Tout le réseau de collecte, vous devez produire pratiquement même 10 tonnes de charbon écologique par mois, par exemple. Il y a ceux qui vont collecter, ceux qui vont produire, ceux qui vont vendre. C'est toute une chaîne de production et de distribution. Là, ce sont des emplois que vous créez et ça a un grand impact au niveau communautaire. Et comme inconvénient du charbon écologique, c'est vrai que c'est un charbon qui n'a pas trop d'inconvénients. Je dirais plus c'est du côté de la pénibilité. Au début, quand on n'a pas les machines pour produire de façon semi-industrielle ou industrielle, ça peut être pénible. Parce que, par exemple, pour ceux qui produisent de façon artisanale, comme c'était notre cas à nos débuts, vous risquez d'inhaler la poussière de charbon qui est toxique pour l'organisme. Or, si tout ça est contenu dans une machine qui fait le travail, vous n'êtes pas exposé à ça. Vous deviez parcourir des distances avec le pouce pour collecter les déchets. Il y a la fatigue, il y a les problèmes musculaires, tout ça, les problèmes de santé qui peuvent s'y créer. Or, quand vous avez les engins, vous voyez que ce problème, cette indétermination est mise de côté. Donc, à notre niveau, nous, on voit plus les inconvénients quand c'est encore au niveau primaire, au niveau artisanal. Mais quand vous passez au niveau, à l'étape semi-industrielle, on voit moins les inconvénients, mais plus les avantages, que ce soit sur le côté environnemental ou bien au niveau humain, avec les bienfaits que cela procure. Même également dans la préservation des forêts et des animaux, il y a des avantages. Je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation ou à la question du professeur. Je peux réagir? D'accord. Qu'est-ce que je venais de dire tout à l'heure là? La RDC est un pays très béni pour ça, mais il y a certains coins, ils utilisent le charbon de bois et la déforestation est devenue monnaie courante. C'est pourquoi j'ai posé cette question-là. Si on peut avoir la facilité d'avoir des machines, exporter ça et débiter une formation et tout consort. C'est ça ma préoccupation. Je vous remercie d'avoir répondu, mais ma préoccupation, c'est sur des machines. Est-ce qu'on peut les fabriquer sur place, moyennant vos conseils ou comment? Merci beaucoup. Oui, les machines, comme je vous ai bien dit, c'est possible de fabriquer sur place parce que les différentes technologies de production de charbon écologique, on les développe au quotidien et on les améliore au fur et à mesure. Donc, on peut les fabriquer sur place. Même celles qui sont ici là ont été fabriquées sur place. OK, merci beaucoup. On va suivre. On a une question. La personne demande, Monsieur Jaffet, je vois votre main, ne vous inquiétez pas. Je veux juste lire les questions qui attendent depuis un moment dans le chat box et puis je vous donnerai la parole. Donc, au niveau du chat box, la personne demande, avez-vous des informations en anglais aussi? Vous rencontrez dans la production du charbon écologique et à quelle échelle il est fabriqué actuellement? Aussi, comment encouragez-vous les gens à l'adopter? Se consume-t-il plus vite que le charbon traditionnel? Le premier défi pour nous, ça a d'abord été de mettre sur pied un réseau de collecte de déchets. Mobiliser les ressources logistiques pour pouvoir se déployer dans des campagnes, sensibiliser les populations pour collecter les déchets. Ça, c'est une phase très cruciale dans le processus de production du charbon écologique. Parce que ça ne sert à rien d'investir dans des machines
qui vont vous coûter énormément cher si vous n'avez pas la matière première. Donc, les déchets, c'est votre matière première, c'est votre mine d'or. Vous devez d'abord trouver où sont vos mines d'or, donc où se trouvent vos déchets, à quelle quantité. C'est à partir de là maintenant qu'on voit quel niveau d'industrialisation on peut atteindre. Donc, pour nous, ça a été le premier challenge. Le premier challenge. Et nous sommes fiers parce qu'à ce jour également, on progresse. Il y a plusieurs départements de la région où on essaie de nouer des collaborations avec des chefs de village qu'on appelle dans notre jargon les Djaoro, qui nous facilitent la tâche à rentrer en contact avec les grands agriculteurs, les paysans, pour qu'ils puissent également s'y investir dans le projet. Ça, c'est le premier grand défi. Le deuxième grand défi que nous avons à notre niveau, c'est l'accompagnement en termes de ressources matérielles pour pouvoir industrialiser le secteur. Parce que comme je vous ai dit au début, nous avons la passion de faire dans ça, mais on n'avait pas les ressources matérielles nécessaires pour pouvoir faire quelque chose de viable. Quand les gens des programmes des Nations Unies étaient venus pour la première fois dans notre entreprise, qui était la cour d'une maison, ils étaient très émus de compassion. Que, mais on voit ce que vous faites, mais vous n'êtes qu'ici, on dit que oui, nous on rêve grand. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, on a franchi un bon nombre d'étapes. Les obstacles, les défis, il y en a et il y en aura toujours. Mais on ne doit jamais baisser les bras, mais continuer d'avancer parce que ce sont ces défis-là qui nous aident à réarranger le tir pour se projeter plus loin. Pour se résumer, 3 défis majeurs. Le réseau de collecte des déchets, les ressources matérielles et financières et les ressources humaines pour porter haut l'initiative et faire valoir la solution de cuisson propre. Voilà les 3 grands défis. Et pour surpasser tout ça, c'est le travail acharné. Merci beaucoup. Elle continue en disant, se consume-t-il plus vite que le charbon traditionnel? Par rapport au niveau de la combustion, le charbon de bois se consume moins vite que le charbon écologique. Mais, il y a un mais. Le mais est que nous avons compris avec le temps est que tout ça est fonction du niveau de compactage. Donc, pour une structure qui fait dans le charbon écologique, qui a des meilleurs liens, ouais, un peu, des meilleurs liens et des machines sophistiquées pour compacter, on peut avoir un charbon qui concurrence le charbon de bois. Parce que le charbon de bois a une matière, un composé chimique, un composé, le carbone. Le charbon écologique est aussi un composé, le carbone. Mais une seule différence est créée, le niveau de liaison des particules. Donc, si on a des bons liens, parce qu'il y a des pays développés qui valorisent les déchets pour produire certains styles de charbon, vous voyez un peu, qu'ils utilisent même dans les industries, mais ils ont un type de lien. Mais c'est comment, à notre niveau également, ce qui fait, je lance un appel même à ceux qui font dans la chimie, comment développer nous-mêmes nos liens pour avoir des charbons écologiques plus compacts, plus durables. Moi, je vous dis c'est faisable parce que le charbon a un élément, le carbone. Le charbon écologique aussi, un élément, le carbone. La différence est créée au niveau de la liaison des particules. Parce que même dans des tests, nous on a eu à nous rendre compte qu'il y a des charbons de bois qui se consumaient plus vite que notre charbon écologique. Et pourquoi? Parce que avec des recherches, on a compris que le niveau de liaison des particules dans ce type de bois-là est faible par rapport à notre charbon écologique. Et il y a des charbons écologiques et de bois également qui duraient et se consumaient moins vite par rapport à notre charbon écologique parce que ces charbons sont plus durs. C'est issu des arbres très durs. Ouais, un peu. Donc, c'est un travail également où on tend la main aux chimistes. Donc, aux chimistes, à bon entendeur, salut, ça vous fait, ce sont des idées de thèse, pourquoi pas. En tout cas, la recherche, Exactement. bonne idée de thèse, ça ferait une bonne thèse, essayer différents liens et voir le meilleur.
Et donc, ici, c'est plus une proposition qui vient de Madame Aimé Kasoki. Elle dit, la présentation est très intéressante. J'ai une proposition. Organiser aussi des événements pour les pratiques. Merci. Donc, ça, c'est une proposition de Madame Kasoki. Et Madame, s'il vous plaît, Madame Kasoki, elle aussi au Congo. Préoccupation, nous organisons également des séances de formation pratique en présentiel dans des localités où nous sommes invités. Comme par exemple maintenant, nous avons parcouru de point en point la politique de développement énergétique du Tchad et également les jeunes de la localité ont présenté un grand intérêt à apporter leur coup de pouce dans le développement du secteur énergétique dans leur pays, que ce soit dans le secteur du solaire ou bien le secteur des solutions de cuisson propre. Donc, pour cela, d'abord, l'entreprise ESA a lancé une phase de formation en ligne où il y aura une série de vidéos sur les thématiques d'accès à l'énergie électrique, aussi les solutions de cuisson propre telles que le charbon écologique. Et là-bas, nous allons faire des traductions en anglais et en arabe. Donc, pour la dame qui m'a posé la question, est-ce que c'est faisable en anglais? Oui, c'est faisable en anglais parce qu'au sein de l'équipe, on a également des personnes bilingues. Moi, pareillement, moi également, c'est vrai que je n'ai pas le top niveau en anglais, mais si on cause, on peut se comprendre. En français parlé ou bien en français écrit. OK. Merci, Monsieur Ulrich. Ici, c'est Madame Annie Lissassi qui dit « Bonsoir, Monsieur Ulrich, une très bonne présentation. Je suis très ravie à des alternatives qui luttent contre la déforestation et la désertification, car nos vies en dépendent. Faites vraiment un effort de venir nous former sur ça ici en RDC pour la promotion de cette belle initiative. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Autre doléance, moi-même, je serais Ouais. très ravi de déposer mes pieds sur la terre du Congo pour accompagner les jeunes dans cette grande initiative. Donc, comme je l'ai si bien dit à Madame Laetitia, et toute l'équipe de Shares Queen, si besoin se présente, que ce soit en ligne et en présentiel, nous resterons toujours ouverts parce qu'on sait que c'est la formation, il faut d'abord la formation avant l'action. Oui, c'est d'abord la formation avant l'action. Et quand il y a l'action, il y a les résultats. Les résultats, cela débouche sur l'impact. Désolée, la personne dit « Bonsoir, très intéressante la présentation. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que ESA entend-il faire pour démultiplier ou implémenter leurs actions et initiatives en termes de la promotion des métiers verts, de la technologie écologique, de formation et partage d'expériences dans les autres pays? Et quelles sont les modalités de partenariat ou de collaboration avec ESA en tant que particulier ou ONG? Et enfin, comment les contacter? Bon, pour le contact, on a répondu. Il a déjà partagé son email dans le chat box. Maintenant, pour les autres questions, il demande donc, qu'est-ce que ESA entend-il faire pour démultiplier ou implémenter leurs actions et initiatives en termes de la promotion des métiers verts, de la technologie écologique, de formation et partage d'expériences dans les autres pays? Oui, par rapport à ça, c'est un processus et nous serons ravis d'être comptés dans bon nombre de pays africains. Et pour cela, si besoin se présente, si on est dans une localité, dans un pays africain, hormis le Cameroun, quand on aimerait que ESA également soit présente dans ce pays-là, au regard de ce que ESA fait, nous sommes prêts également à ouvrir des bases dans ces pays-là. Pour le moment déjà, nous avons enclenché le processus également pour se lancer du côté du Tchad. Également, je vais partager, nous allons partager avec vous les liens du groupe WhatsApp d'échange
Et quand les vidéos seront mises sur pied sur les opportunités d'affaires des énergies renouvelables dans la zone sahélienne, nous allons également partager tout cela avec vous. Ceux qui sont anglais, qui ont la langue anglaise, française ou l'arabe, on va tous se comprendre parce qu'il y aura des traductions en 3 langues. Et après cela également, nous allons nous déployer pour le Tchad pour des méga conférences sur les opportunités d'affaires des énergies. Nous allons faire toute une tournée en présentiel. Nous allons capaciter sur les politiques énergétiques, les technologies dans les énergies vertes, que ce soit le soleil, la transformation des déchets. Et également, nous allons coacher des jeunes en entrepreneur parce qu'à la base, d'abord, nous sommes entrepreneurs. Ouais, un peu. Là, parce que le besoin s'est présenté à notre niveau, on est en train de, avec des partenaires, voir comment mobiliser ce qu'il faut pour se déployer dans ces différentes localités-là. Donc, si également il y a quelqu'un qui est dans un pays et qui pense qu'également il veut lancer quelque chose de grand avec nous dans son pays, nous sommes ouverts. À tout moment, nous sommes ouverts, prêts à nous déplacer pour rendre cela faisable. Que ce soit les particuliers, les ONG, les OSC, les coopératives, les GIC, les institutions publiques ou privées, nous sommes prêts. Ok, C'est un combat. merci beaucoup. Merci beaucoup d'être aussi disponible. Je pense que ça répond un peu à la question qui suit. Demandait et quelles sont les modalités de partenariat ou de collaboration avec ESA en tant que particulier ou ONG? Oui, et concernant les modalités, étant donné que nous sommes dans une politique d'extension, de faire une promotion, de faire valoir le potentiel énergétique que regorge l'Afrique. Parce que les mois à venir, nous allons donner des conférences, comme je vous ai si bien dit. On va commencer par le Tchad et on va continuer dans les pays de la zone sahélienne. Nous, les modalités, c'est juste l'accompagnement dans les déplacements. L'accompagnement dans les déplacements, c'est ce qu'on demande soit aux partenaires qui veulent nous inviter dans leur pays, ou bien leur communauté, ou bien leur région, et j'en passe. C'est juste les modalités de déplacement qu'on puisse se déployer dans leur localité et donner le meilleur de nous. Parce qu'on sait que si on crée l'impact, les populations vont pérenniser cela. Merci, merci. Monsieur Jaffet, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci beaucoup, docteur Laetitia, de revenir un peu vers moi. J'ai continué à apprendre pour cette présentation qui est très importante. J'ai une question, mais peut-être je peux rebondir à cette question à notre présentateur. Je voulais un peu savoir entre utiliser les déchets agronomiques et les déchets non agronomiques, d'après ses expériences sur le travail depuis 2021, il peut conseiller aux gens qui veulent suivre, par exemple, leur pas d'utiliser quel genre de déchets. Je fais l'exemple de mon pays, la RDC. La richesse au niveau du capital à Kinshasa, ce sont les déchets qui ne sont pas agronomiques. Et des fois, ça bouche les caniveaux et ça cause beaucoup de problèmes des inondations. Et pour répondre encore à ma question, c'est partant des déchets non agronomiques, il y a des pays sous-développés en Afrique où on raisonne, il y a l'État qui dit finalement, on peut voter une loi de rompre, soit arrêter la vente des sachets, par exemple, la vente de denrées alimentaires, l'emballage à travers des sachets ou à travers d'autres choses qui peuvent être à plastique qui nuisent à l'environnement. Bien que l'idée, c'est combattre sur comment à réduire les taux de déforestation. Quels conseils pouvez-vous donner pour ces deux éléments que je viens de parler? Monsieur Jaffet, merci pour votre question. Concernant les déchets non agronomiques, c'est triste parce que lors de mon récent voyage au Sénégal, j'étais en compagnie des confrères de la RDC. Ils m'ont parlé beaucoup des réalités de la RDC. J'étais très touché. Et l'envie d'y arriver un de ces jours pour apporter mon expertise, pour
pour remédier à un bon nombre de problèmes est toujours en moi. Par rapport à ces déchets non organiques, essentiellement plastiques, comme vous voulez en venir, il faudrait donner vie à cela. On pourrait orienter ces déchets-là dans la production des pavés écologiques pour le bitume, pour bitumer les routes, par exemple. Ça, c'est une alternative qu'on peut donner à ces déchets plastiques. Mais dans le côté écologique, vu que c'est polluant, je ne connais pas encore pour le moment, à ma connaissance, comment redonner vie à ça, hormis le côté valorisation en déchets, en pavé écologique. Mais d'un autre également, c'est les industriels qui produisent ces déchets pourraient réfléchir à leur niveau sur des politiques de collecte pour redonner vie, pour recycler, peut-être pour fabriquer peut-être des chaises, des tables, bancs, et j'en passe. Ouais, un peu. Donc voilà des pistes de réflexion dans lesquelles on peut se lancer pour recycler ces déchets-là. Parce que ça bouge les caniveaux, ça crée des inondations. Il y a même une image que j'ai partagée à mon écran, les inondations Kinshasa 2024, sur les conséquences des changements climatiques. L'une des causes, par exemple, comme M. Jaffé l'a dit, ça peut être ces déchets-là. Il faut donner vie à ça. Et donner vie à ça, il faut l'implication des jeunes comme nous, qui rêvent grand et qui voient grand. Merci encore, M. Jaffé. Je sais que vous allez faire des grandes choses pour la RDC. Je sais confiant. Merci, M. Jaffé, pour la question. On est arrivé à la fin donc, de la session de ce soir. Et du fond du cœur, je veux dire merci à l'expert, Monsieur Ulrich Tapi. Vraiment, il nous a emmenés au travers d'un voyage merveilleux qui nous a permis de rêver à un futur meilleur pour l'Afrique, à un futur sans déforestation, un jour, pourquoi pas. Et nous a aussi, je crois, donné des idées de recherche pour des mémoires, pour des thèses. Je pense que chacun de nous reparle ici vraiment enrichi, de quelque manière que ce soit. Le mot de fin, pour moi, je salue d'abord l'initiative de Share Screen Africa. Il y a beaucoup d'experts dans le secteur du charbon écologique, mais votre dévolu s'est porté sur l'entreprise ESA, qui est essentiellement fait des jeunes. Et cela nous touche grandement également de reconnaître le potentiel de la jeunesse. Et pour cela, nous lançons l'entreprise ESA, nous lançons un mot fort pour dire que à tout moment, nous serons toujours à l'écoute et disponibles pour que Share Screen avance et Bioforest et tous vos partenaires, vous avancez dans ces grandes initiatives lourdes. Je vous dis déjà, c'est un combat que nous avons pris depuis 2021 et ça ne compte pas s'arrêter ici. Le mois d'avril, nous allons donner des formations en ligne en Djamena sur les opportunités d'affaires des énergies et continuer en présentiel chez eux. Et nous savons que ça peut commencer chez eux et partir s'étendre dans d'autres pays africains. Share Screen, Madame Laetitia, tous vos collaborateurs, merci pour cette initiative. Continuez toujours dans ce sens. Nous, à notre niveau, nous donnerons le meilleur. Ce n'est que le commencement. Merci. Ce n'est que le commencement, évidemment. Merci beaucoup. Je pense que ce sont de belles paroles pour clore cette soirée. Et donc, je vous souhaite bonne soirée à tous et bonne semaine.